Alors, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Job Show. Donc, aujourd'hui, on est ravis de recevoir Margot au micro du Job Show. Merci. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu du monde de l'art. Et donc, dans le monde de l'art, tout le monde connaît les artistes et même parfois les galeristes. Mais on connaît un peu moins celles et ceux qui construisent les expositions, qui leur donnent du sens et qui racontent une histoire à travers un parcours et qui mettent en place justement l'univers des artistes. Donc aujourd'hui, on reçoit Margot, qui est curatrice d'art et fondatrice d'une boîte qui s'appelle Talk Art. Donc après avoir travaillé sur des projets d'envergure, notamment aux côtés du célèbre artiste JR, Margot accompagne aujourd'hui des artistes et des institutions dans la création d'expositions et de projets culturels. Et pour la communauté du Job Show, si vous voulez découvrir plus de profils comme ceux de Margot et d'autres métiers, n'hésitez pas à vous abonner. Donc Margot, dans cet épisode, on va plonger dans les coulisses d'un métier qui est aussi créatif que concret, donc la curation. Et toi, avant d'arriver là, donc, tu as un parcours d'études qui est assez impressionnant. Je crois que tu étais en Angleterre, en France. Et si je ne me trompe pas, tu as commencé par des études, c'était de politique internationale, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai passé mon bac à Paris et puis après, je suis partie à Londres. J'ai fait 1 an de prépa en ce qu'ils appellent là-bas en humanité. Ok. Et puis après, je suis rentrée dans un double cursus entre King's College et Sciences Po Paris en European Studies. Donc, c'était tout ce qui avait attrait à la politique européenne, à l'histoire, à la littérature, à la philosophie. J'ai fait aussi un peu d'études de cinéma. Voilà. En lien avec Sciences Po et LSI. Ouais. Okay. Non, et King's. Et King's, pardon. Ouais. Et donc, comment est-ce que, en commençant par faire des études dans ce domaine-là, tu te dis, en fait, je virais vers l'art et l'histoire de l'art? C'est vrai que c'est pas hyper logique, mais en fait, ça m'a beaucoup servi. Moi, à l'origine, je voulais devenir diplomate, donc c'est pour ça. J'avais très envie de devenir diplomate quand j'étais au lycée. India et moi aussi, on voulait devenir diplomate. Ouais. Donc, ça a changé. Donc les études de politique, c'était un peu ce qui semblait être le parcours le plus évident. Le métier de journaliste aussi m'intéressait beaucoup. Et puis en fait, l'art est juste apparu quoi, de manière complètement évidente et il n'y avait pas d'autre chose. Mais en fait, il ne peut rien avoir d'autre aujourd'hui. Enfin, c'est tout ce qui m'anime, c'est tout ce qui. Mais ça a été vachement plus hasardeux que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai pas du tout grandi dans une famille, d'artistes ou j'ai un père qui m'a pas mal traîné dans les musées. Mais c'est tout. C'était mon seul rapport à l'art. C'était très naïf, très enfantin, très. Et puis voilà, en fait, je suis arrivée à Londres, je parlais juste pas anglais, dans une ville immense, où je connaissais pas grand monde. Je pense que j'étais un peu seule, Puis j'ai commencé à passer pas mal de temps dans les musées, et puis à adorer ça. Donc c'était ça, ce côté hasard, justement, dont tu parlais Complètement. C'était vraiment, ça s'est fait comme ça, c'était pas prédestiné, c'était pas prémédité. En arrivant à Londres, j'ai commencé à traîner beaucoup dans des musées et puis à découvrir tout l'écosystème qu'il y avait finalement autour des artistes que je connaissais pas du tout, et me dire qu'en fait c'était pas que des artistes derrière un chevalet dans une grotte, mais que c'était aussi un marché quoi. Il y a des galeries, il y a des gens qui s'appellent des curateurs, il y a des art advisors, il y a des maisons de vente, il y a tout un tas de choses, il y a tout un tas de personnes qui construisent un écosystème qui est très complet, qui est très dense, qui est très riche. Et qui permet de faire vivre tout ce beau milieu. Et j'en avais aucunement conscience avant de m'y intéresser, en fait. Ok. Et juste, est-ce que tu t'es formée, du coup, dans l'art? Tu as fait les écoles? J'ai vu que tu avais fait peut-être les cours du soir de l'école du Louvre. Ouais, j'ai fait les cours du soir de l'école du Louvre. Parce que tu avais quand même le besoin de te former là-dedans. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai un vrai syndrome de l'imposteur, parce que je me suis formée complètement toute seule en traînant dans des musées et en lisant beaucoup. T'es autodidacte? Ouais, un peu. Enfin, c'est ma passion quoi, qui me drive. J'ai aucun parcours académique dans l'art, mais je me suis vraiment formée seule à force d'envie, parce que c'est tout ce qui m'intéresse, quoi. Donc non, pas d'études là-dedans, à part les cours du soir de l'école du Louvre. Mais j'aurais pu, et en fait, j'avais postulé juste après mes études à King's et à Sciences Po.
j'ai commencé un boulot. J'étais directrice de production et curatrice du parcours de la 20e édition du parcours Saint-Germain-des-Prés. Ok. Et à la fin du parcours, qui a été plutôt un franc succès, j'ai collaboré avec l'artiste JR pendant ce parcours. Et à la fin, il m'a proposé de venir bosser avec lui. Ce que j'ai accepté, mais ce qui était marrant, c'est que le jour où il m'a proposé ça, j'ai reçu une offre d'acceptation pour partir faire des études d'art, d'histoire de l'art, pour repartir en Angleterre. Et que t'as refusé, du coup, j'imagine. Et du coup, en plus, dans des écoles de dingue où j'avais bossé comme une dingue pour postuler à ces écoles, mais vraiment, quoi, j'avais vraiment beaucoup travaillé et j'ai tout refusé et je suis partie bosser avec JR. Comme quoi, quand on le sent, faut y aller, quoi. Tu nous teases pour la suite de l'épisode, on en reviendra après. Ouais, on en reviendra après, c'est ça. Mais donc du coup, c'est vraiment, tu dirais que c'est vraiment pendant les cours de l'école, enfin pendant les cours du soir de l'école du Louvre où un peu ton goût pour l'art est né. Est-ce que tu avais une... Je pense pas que ce soit lié au cours du soir de l'école du Louvre. C'était vraiment beaucoup plus de manière autonome, intuitive et autonome, Ouais. de manière tout à fait indépendante. Vraiment en traînant dans des musées, des galeries, des centres d'art, beaucoup plus de manière intuitive et émotionnelle que de manière académique. Émotionnel, c'est hyper intéressant, je trouve, ce mot, surtout quand on parle de l'art. Ouais. Et est-ce qu'il y a une période qui t'intéresse plus ou des objets peut-être? Est-ce que c'est plus la peinture, la sculpture qui te permet aujourd'hui de continuer à cultiver ton regard? Alors moi, j'ai une vraie passion pour la peinture. C'est peut-être le sujet qui aujourd'hui me touche le plus. Mais j'adore aussi la sculpture, la photographie. Je m'y connais vraiment pas très bien en vidéo et en autres technologies d'ailleurs qui sont de plus en plus courantes. Mais moi, mes supports que j'aime le plus, c'est vraiment la peinture, la sculpture et la photo. Ouais. Et quand tu nous disais justement que tu allais de façon autonome dans les musées quand tu étais à Londres et que tes cours au final ne te passionnaient pas plus que ça, est-ce qu'il y a un peu une expo qui t'a marqué Est-ce que tu as un souvenir justement de tes années à Londres où tu t'es dit « Ah là, ça me fait vraiment quelque chose, je pense que je vais faire un bout de chemin dans l'art ». Je sais pas si j'en ai pris conscience à ce moment-là. Ce que je sais, c'est que toutes ces années, on fait éclore quelque chose petit à petit. Et puis un jour, j'ai eu un déclic, mais qui n'était pas à Londres, qui était à Paris, lorsque j'ai été à une nocturne au Centre Pompidou et que je me suis retrouvée, il y avait un vernissage, un truc très mondain, enfin bon, bref. Et j'avais pas du tout envie d'être dans ce genre de mondanité, et donc j'ai été me faire la collection permanente du Centre Pompidou, de nuit, toute seule. Et je me suis retrouvée à un moment face à face avec une œuvre de Lucio Fontana, un monochrome rouge, un petit tableau avec un énorme coup de cutter au milieu, et je me suis posée devant et je me suis dit mais c'est quoi, enfin, je comprenais pas et en même temps ça m'intriguait. Et puis en fait j'ai compris après quel était le message de l'artiste et ça a un peu changé mon monde. Ça a un peu changé mon monde. C'était une invitation à voir que l'art allait au-delà du canevas, quoi. Ok. Et, ça a fait émerger quelque chose en toi. Ouais, je pense que c'était la première rencontre. Enfin, il y en a eu plusieurs. Il y a eu un voyage en Palestine qui a été vraiment très important pour moi. Il y a eu plusieurs choses. Quand j'étais vraiment encore, je crois, au collège, la découverte du travail de JR. Et puis surtout, plus récemment, je me suis beaucoup intéressée à la peinture moderne et surtout à toute l'histoire et à l'histoire aussi de la littérature de ces époques-là. Et c'est une période qui est très importante pour moi. Je pense que je m'y connais peut-être mieux aujourd'hui en contemporain, mais j'ai un attachement très particulier à la peinture moderne. Ouais. Ok. Et donc, il y a tous ces petits éléments qui ont fait émerger en toi, au final, un métier. Parce qu'aujourd'hui, tu en vis, c'est ta passion et c'est ouf de vivre de sa passion. Et donc, tu es curatrice. Mais qu'est-ce que c'est être curatrice? Parce que c'est assez vague, on entend curatrice. Personne ne sait ce que c'est être curateur. On ne sait pas. Donc, j'aimerais que tu m'expliques simplement ce que c'est être curatrice d'art. Qu'est-ce que c'est être curateur? Alors, je pense que si je devais répondre de manière très pratico-pratique, je dirais que c'est quelqu'un qui pense, qui conçoit
et qui organise une exposition Ok. du début à la fin. Et cela en passant par toutes les étapes que ça implique dans le processus de réflexion jusqu'à la livraison et la scénographie et vraiment jusqu'au bout, quoi. Les textes, la circulation, tout. Mais ça, c'est une réponse très pratico-pratique. Je pense que d'un point de vue un tout petit peu plus poétique, je dirais que le métier de curateur, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de se faire un peu traducteur de la langue des artistes et qui a envie de rendre compréhensible par le plus de personnes possible quelque chose qui a été voulu, qu'un artiste a voulu dire à un certain moment et puis il n'avait pas les mots pour l'exprimer, donc c'est une œuvre qui en est sortie et comment la mettre le mieux en avant possible pour raconter une histoire. Et je pense qu'en fait, un curateur, c'est quelqu'un qui raconte une histoire. C'est notre métier, je pense, c'est de mettre en avant le mieux possible des œuvres, des courants, des supports, pour mettre à l'honneur des artistes qui ont à un moment changé notre monde. Et de les faire vivre dans un environnement, dans une galerie, par Ouais. exemple. Ouais. Mais Les mettre à l'œil du jour, comme on Ouais, dit. mais je pense que pour être curateur, il faut être un peu, faut être amoureux des artistes avec lesquels on travaille, quoi. Parce qu'on a envie de les exposer le mieux possible, on a envie on a envie de les traduire le mieux possible. Donc, je crois que c'est ça le métier de curateur. Et avant d'être curatrice, on passe par quelles étapes? Parce qu'on ne devient pas curatrice, j'imagine, du jour au lendemain. Est-ce que là, aujourd'hui, tu as ta casquette, mais avant, qu'est-ce qui s'est passé pour un peu le cheminement pour en arriver là où tu es? Le cheminement, en fait, c'est des expériences? Ouais, c'est Des les rencontres. expériences, c'est les rencontres, puis c'est se rendre compte que c'est l'amour de l'art et des artistes. En fait, moi, au-delà d'aimer l'art, j'aime les artistes. Je les côtoie toute la journée. J'aime ces personnes, quoi, qui sont C'est le vraiment... côté humain qui t'intéresse. C'est le côté humain, mais c'est vraiment les artistes qui ont quelque chose à dire, qui sont créatifs. Je suis tellement admirative de toutes les personnes qui sont capables de faire émerger quelque chose d'une réflexion, d'une pensée. Quelqu'un qui a quelque chose dans la tête et qui est capable d'en faire un dessin, qui est capable d'en faire une peinture, qui est capable d'en faire une sculpture. Alors moi, je suis parfaitement incapable. Je trouve ça fou. Et donc, je suis trop admiratrice des artistes, de ces gens qui ont une capacité créatrice. Et donc, j'aime m'entourer d'eux. Et donc, à force de passer du temps avec eux, avec les artistes, et puis dans les musées, dans les institutions, et ben en fait, tu te rends compte que... Enfin, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire ça de ma vie. J'avais envie de raconter des histoires et pour eux et avec eux. Ouais, c'est génial. Et en début d'épisode, justement, tu nous parlais un peu de tes débuts dans ce métier, donc avec l'artiste JR. On y reviendra après, mais quand même, aujourd'hui, il faut se focus sur toi et ce que tu es aujourd'hui. Donc, tu as fondé une agence, comme Jade l'a dit, qui s'appelle Talkart. Talkart, ouais. Exactement. Qui fait justement de la production. Tu t'occupes de projets d'artistes, d'expositions. Comment tu t'es dit, en fait, je vais créer une agence, je vais me lancer à mon compte et je vais faire ça, ça et ça? Alors déjà, je pense que quelque chose qui a pas mal aidé, c'est que j'ai un père entrepreneur que je vois entreprendre depuis que je suis née, à bosser 16 heures par jour, et donc je pense que à bouger toujours à gauche à droite. Donc je pense qu'en fait déjà par essence, un métier qui nécessitait d'être derrière un bureau, derrière un ordi, c'était pas fait pour moi. Et puis en fait une chose en a amené une autre, et puis je me suis plusieurs expériences ont été très formatrices. Et puis finalement un jour je me suis rendu compte que j'avais un projet qui arrivait à gauche, un autre à droite, un machin, un truc, une rencontre, et puis un truc qui arrivait là, et puis moi j'avais envie d'imaginer mon propre projet et de monter quelque chose. Et puis toutes ces opportunités ont fait que il fallait que je monte ma petite structure, quoi. Et en fait je l'ai fait juste après avoir quitté le studio de JR. Et ça a été fantastique parce que déjà, avoir eu une expérience avec lui, ça a été hyper bénéfique. Ça m'a beaucoup appris. Et puis, mon expérience avant du parcours et d'avoir bossé avec plein d'artistes, c'était génial aussi. Et puis, en fait, après, c'est juste une question de niaque, quoi. Ouais, il faut y aller. Ouais, il faut y aller. Faut un peu enfoncer des portes. Moi, je suis plutôt du genre
À En fait, oser. Je sais pas, j'espère, enfin en tout cas à essayer. Et bah, c'est exactement ce que tu as fait avec Talk Art, puisque maintenant on voit un petit peu sur ton site toutes les expositions sur lesquelles tu as travaillé avec différents artistes, et pas seulement en France, d'ailleurs aussi à l'étranger. Mais avant de parler plus de ça, est-ce que tu peux nous parler vraiment de la nature même un petit peu de ton métier, de tes missions? Ouais. Est-ce que par exemple tu pourrais nous donner une idée enfin nous prendre par exemple D'un projet précis. d'un Ouais. projet précis sur lequel tu as travaillé et qui peut expliquer en même temps, pour les gens justement qui nous écoutent et qui ne savent pas comment ça fonctionne, bah, comment est-ce que en fait, on met en place une exposition de commencer à travailler, à collaborer avec un artiste jusqu'au vernissage et ensuite et la suite. Ouais, est-ce qu'il y a une idée qui arrive? Est-ce qu'il y a le thème qui arrive avant? Comment ça se construit? Mm. C'est une très bonne question de savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est à l'origine d'une exposition. Est-ce que c'est un artiste? Est-ce que c'est un thème? Enfin, quelle est l'envie qui prime? Euh, Moi, je peux vous parler d'un projet que j'ai adoré, d'exposition, qui s'appelle Une chambre à soi, et que j'ai verni au Château Lacoste en septembre 2025, septembre dernier, et qui devait durer 3 mois, qui a duré 6 mois, et qui était une exposition qui traitait du sujet de la nuit, qui a rassemblé plus de 17 artistes émergents en dialogue avec 4 artistes femmes très très établis pour le coup, c'est le moins qu'on puisse dire, à savoir Louise Bourgeois, Tracy Emin, Sophie Calle et Ethel Adnan, 4 artistes qui ont contribué elles aussi à changer mon monde. Et, euh, et c'était une exposition très immersive parce que j'ai complètement réinterprété l'histoire d'une nuit. Et en fait, et comment c'est né, comment c'est venu. Il s'avère que moi, je suis très insomniaque, ce qui est vraiment un peu un handicap presque dans ma vie. Et puis un jour, je me suis rendu compte qu'il fallait que je tire les bénéfices de ces insomnies, de ces nuits blanches, pour créer quelque chose. Et plutôt que de prendre le contre-pied de l'insomnie et se dire ah non, c'est trop chiant, j'en ai trop marre, machin, de me dire ok, qu'est-ce que je peux faire de ce temps, quoi. Qui est un temps que je ne revivrai plus. Puis par définition, je suis réveillée, donc autant faire quelque chose de productif et de créatif. Et je me souviens encore, c'était l'été donc un an avant que je commence à organiser cette exposition, j'étais chez moi et j'habite dans un immeuble qui a dans une cour, il y a une cour intérieure et puis je donne sur un autre immeuble où il y a donc plein de fenêtres. C'est un peu fenêtre sur cour. Et il était 3h du mat, j'étais en train de fumer des clopes sur mon micro-balcon là. Et puis en fait j'ai regardé la vie défiler devant mes yeux, quoi. Une fenêtre qui s'allumait, une petite mamie qui allait chercher un verre d'eau, l'autre un mec qui allait fumer une clope, un couple, un truc. Enfin, j'ai regardé la vie se produire, quoi, entre, je sais pas, 3h et 6h du mat. Et je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, il se passe des choses, c'est trop cool. Peut-être que je vais raconter l'histoire d'une nuit. Et donc, cette idée d'exposition est née comme ça. Le thème a précédé les artistes. Okay. Et je me suis dit, ok, je vais raconter l'histoire d'une nuit, mais alors pour ça, en fait, j'aimerais bien reconstituer une chambre. Comment est-ce qu'on va reconstituer une chambre? Peut-être une moquette, et puis quelque chose de sensoriel. Donc, on va peut-être retirer les chaussures. Puis, on va tout occulter. Donc, on va mettre des rideaux partout, des murs très sombres, quelque chose de très feutré, de très intime. Bref, donc déjà, l'intention est arrivée. Et puis après, je me suis dit, ok, qui pourrait interpréter ce sujet? Qui pourrait traiter de la nuit? Et je me suis dit, mais si j'ai envie de raconter l'histoire d'une nuit, peut-être qu'il faut que je la séquence, parce qu'en fait, il se passe tellement de choses. J'en avais été témoin, puisque j'avais vu toutes ces fenêtres s'éclairer une à une chez moi. Je me suis dit, il se passe plusieurs choses, il y a plusieurs... Et donc, je me suis dit, ok, je vais séquencer ma nuit. En fait, c'est un peu comme une pièce de théâtre, c'est marrant. On dirait Ouais, vraiment... t'as plusieurs actes. T'as les séquences, et puis après, tu mets en scène justement tout le plateau, en fait, de tes œuvres. Ouais, complètement. Et donc, c'était une nuit du coucher du soleil jusqu'au lever du jour. Et en fait, on passait par par plein d'étapes, à savoir le coucher du soleil, le rêve, le cauchemar, le réveil nocturne. J'ai même demandé à un artiste, parce que j'avais une œuvre qui représentait vraiment une salle de bain, quoi. Ouais. Et je lui ai demandé de me dessiner sur du papier toilette pour représenter vraiment, mais comme si tu te levais au milieu de la nuit et que t'allais pisser, quoi. Enfin, bref, et donc après, j'ai une artiste qui pour cette occasion, nous a prêté une œuvre magnifique et qui représentait dans le cours de la nuit le réveil nocturne. Si tu as faim, tu vas bouffer un truc.
Voilà, puis après, il y avait le cauchemar, et puis il y avait le petit matin et le lever du jour. Et en fait, tu déambulais dans cet espace en passant par toutes les étapes de cette nuit. Et puis, pour aider le spectateur à comprendre qu'il était en train d'évoluer dans une nuit, j'ai réalisé ce qu'on appelle un santon, qui est une forme d'écriture qui tente à mixer tout un tas de morceaux de citations que moi j'ai empruntés à la littérature française pour finalement réécrire une histoire, mais qui était en fait euh, composée de milliers, ou peut-être pas de milliers, mais de centaines de morceaux de de la littérature française, que ce soit Aubin. Tu mixes Incroyable. écriture, vue. Enfin, il y a aussi Ouais. mettre les sens en avant aussi. Ouais. T'avais Ouais. envie que tous tes sens soient mis en avant. Et Oui, aussi, et, tu disais tout à l'heure que tu étais impressionné par les gens qui avaient une idée et qui arrivaient à le mettre en place enfin, typiquement ce que font les artistes. Mais en fait, ce que tu as fait là, par Ouais. exemple, c'est Tu es exactement ça artiste. aussi. bah, Tu es c'est trop peut-être une sympa. artiste aussi. C'est trop sympa, je sais pas, j'aimerais bien. Mais en tout cas, non, ce qui est sûr, c'est que je suis assez convaincue que quand on est curateur, on est quelque part un peu un artiste frustré. Hein. Mais En tout cas, créatif, tu l'es. là, tu nous as parlé un peu du coup de comment t'es venue cette idée. Ouais, ça c'était le concept. Ouais. Mais donc après toute la mise en œuvre de l'expo, bah, une fois que j'avais mon concept, j'ai commencé à réfléchir aux artistes. Oui, voilà. Donc je me suis dit qui peut interpréter au mieux le petit matin, qui pourrait interpréter au mieux le lever du jour. Là, ça serait intéressant d'avoir une tapisserie lumineuse. Là, ça serait intéressant d'avoir une sculpture. Là, ça serait... Et donc j'ai commencé à sélectionner mes artistes comme ça. Puis j'ai commencé à tous les appeler, à leur parler du projet, à leur proposer. Et puis à leur demander de créer des œuvres spécialement pour cette exposition. Voilà, Et, est-ce que oui, mais oui. quand tu contactes les artistes, ils peuvent soit t'apporter une œuvre qui correspond à ton projet, ou alors par ta demande fabriquent une œuvre, enfin Voilà. créent une œuvre. Ouais. Ok. Et toi, comment tu te dis, genre, lui, je vais lui demander de faire le papier toilette. Comment Genre, tu choisis pourquoi est-ce que son univers à lui va être bien sur le papier toilette? Alors, en l'occurrence, ça, c'est vraiment une histoire drôle. D'ailleurs, c'est une artiste que j'adore, fantastique, vraiment une petite fée, quoi. Elle s'appelle Inès Langevial. C'est une artiste qui fait déjà des œuvres qu'elle appelle des cadavres exquis, Oui. sur des petites napkins, sur des petites serviettes. Ah, d'accord. Et j'adore cette artiste. Vraiment, je l'aime beaucoup. Et puis, j'avais pensé, quand j'ai vu ces napkins, je me souviens, c'était l'été, je me suis dit, mais ce serait tellement bien qu'elle me fasse des œuvres sur du papier toilette. Et je me souviens encore de l'avoir appelée et je lui ai dit, Inès, j'ai un truc à te dire, je sais pas comment tu vas le prendre, mais vraiment, je pense que c'est une super idée. Est-ce que tu accepterais de participer à mon exposition sur la nuit au moment du réveil un peu toilette, machin? Tu veux bien me faire des œuvres sur du papier toilette? Elle m'a dit, non, mais laisse tomber, trop bien, quoi. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que non seulement elle a accepté, elle nous a fait 4 œuvres qui étaient magnifiques, mais en plus de ça, elle raconte aujourd'hui que ça a été le début de quelque chose pour elle, parce que maintenant, quand elle va dans des hôtels, elle a plus besoin de prendre des toiles, des trucs, elle a du PQ, quoi. Ah, C'est c'est ouf. génial. Et donc, et je me souviens, elle m'avait dit ça, que ça avait lancé quelque chose, et je me suis dit, mais c'est tellement bien. Et enfin bon, bref, ça c'était plus pour l'anecdote, mais en fait, je choisis mes artistes parce que je connais leur travail et parce que je connais leur sensibilité. Ok. Et puis moi, mon travail, c'est de connaître beaucoup d'artistes pour savoir justement où piocher. Et combien de temps met un peu tout ce processus jusqu'à justement la sortie de ce joli catalogue qui est sur la table? Tu nous as amené un catalogue pour les auditeurs qui ne regardent pas. Bah oui, ça c'était un beau projet, c'est le catalogue de cette expo, Ouais. mais qui n'est pas qu'un catalogue, parce que c'est aussi un livre dans lequel j'ai interviewé tous les artistes pour leur demander de me raconter un peu leur rapport à la nuit et au rêve, et j'ai eu d'ailleurs de merveilleuses surprises. En fait, on passe par tellement d'étapes différentes quand on crée une exposition. C'est donc le concept, l'intention, le choix des artistes, et puis suite à ça, il y a tout le suivi de production avec les artistes pour savoir, pour les accompagner en fait, pour être là, pour être présent. Et puis suite à ça, moi j'ai dû travailler, j'ai travaillé avec d'ailleurs une jeune architecte très talentueuse qui m'a aidée à faire la scénographie de mon espace. Et puis avec un designer en typographie qui m'a aidée à réaliser cette fresque murale qui racontait cette histoire et qui permettait au spectateur de comprendre qu'il évoluait dans une nuit
Et puis, et donc j'ai dû réaliser aussi beaucoup de recherches en littérature pour écrire cette histoire et pour tout rassembler ensemble. Et donc ça c'est un autre pan du travail. Je peux voir le livre? Bien sûr. Je vais juste le montrer à nos auditeurs. Voilà. Et en plus, c'est marrant parce qu'il y a écrit, il y a écrit en fait tous les noms des artistes Ouais, en, C'est très très beau. en nuit, du coup, ouais. et le Good Day à la fin. C'est génial. Et Good Night au début. On peut le trouver quelque part ou pas? Et oui, bien sûr. Et on peut le trouver, Je me dans permets, différentes librairies de Hop. galeries, Voilà. à commencer par la galerie Perrotin, d'ailleurs, je crois qu'il en reste. Et, Trop cool. et puis sur le site du Château Lacoste. Et du coup, comment ça se fait que cette exposition ait eu lieu au Château Lacoste? C'est un lieu avec lequel je travaille depuis longtemps, que j'adore. C'est pour moi certainement le plus haut lieu d'art qui existe. Il y a une énergie comme nulle part ailleurs. C'est un endroit d'ailleurs que, bon, vous avez compris, je suis pas une bonne dormeuse, mais quand j'y vais, je peux même pas espérer m'endormir. Il y a une énergie telle, il se passe tellement un truc là-bas que moi je suis complètement euphorisée quand je suis là-bas. Mais c'est un parc de sculptures qui rassemble sans doute les plus grands artistes de tous les temps. En tout cas, C'est une chance de pouvoir organiser des expos là-bas. Ouais, c'est génial. Ouf. C'est vraiment génial. Et c'est une grande chance. Et donc là, je viens d'en vernir 2, d'ailleurs très récemment. Donc j'en suis à mon 5e projet avec eux. J'en ai certainement un 6e qui arrivera dans 1 an et demi. Et qui est un beau projet auquel je tiens beaucoup. Mais oui, non, c'est un très beau lieu. Je suis très contente de travailler là-bas. C'est trop bien. Et outre, du coup, ta casquette de curatrice, dans ton agence Tolkart, t'as aussi une casquette de productrice. Ouais. Et du coup, ça consiste en quoi d'être productrice d'exposition, de productrice dans ton domaine d'activité? C'est quelqu'un qui, je pense, va réaliser l'intention d'un artiste, la mettre en œuvre. Okay. Vraiment la mettre en œuvre. J'ai travaillé par exemple comme directrice de production sur la dernière exposition de JR à Montpellier, dans un musée qui s'appelle le Carré Sainte-Anne, qui d'ailleurs était une ancienne cathédrale réhabilitée. Trop stylé. Et qui a réouvert avec une exposition de J'ai JR. vu, ouais. C'était une installation mais complètement dingue. Et donc, en fait, l'artiste a l'idée, a l'intention, a la vision de ce qu'il a envie de partager au public. Et puis, je pense que le producteur fait en sorte, c'est une sorte de chef d'orchestre qui fait en sorte que tous les corps de métier se rencontrent au bon moment, collaborent de la bonne manière pour que l'intention soit réalisée de la manière la plus juste possible. D'accord. Ce qui implique de gérer des galères. Il y a toujours des galères dans le métier de productrice. Mais toute la journée, tout le temps. En fait, c'est ça. C'est toujours être en système D, quoi. Ouais. Toujours tout prévoir, surprévoir, anticiper. Ouais, en fait. T'as un exemple un peu d'un bordel qui a pu se passer, que t'as réussi à régler? Ah non, mais j'en ai tellement, quoi. Enfin. Il m'est arrivé un truc drôle il y a quelques années. Franchement, j'ai frôlé la descente d'organes. Quand j'étais au parcours Saint-Germain, j'ai mis sur la place Saint-Germain-des-Prés, devant vous voyez, il y a les 2 magots et puis il y a une boutique à côté, Louis Vuitton. Voilà, exactement. Et sur cette petite place, j'ai fait installer une sculpture d'un artiste qui s'appelle Hugo Rondinone, qui faisait 2 tonnes. Mais sur un empattement minuscule qui fait la taille de cette table, quoi. Vraiment, c'était une sculpture de pierre, magnifique d'ailleurs, mais qui faisait 2 tonnes. Et puis je me souviendrai toute ma vie d'un jour d'un coup de fil je sais plus si c'était la gendarmerie du 6e ou je sais plus qui m'a téléphoné et m'a dit que il y a quelqu'un qui passait pour faire un contrôle sur la portance au sol de cette sculpture, parce qu'il y a quand même le métro qui passait en dessous et qu'il y avait un poids maximum à respecter. Et que, bref, là tu te dis ok, donc après, et je crois qu'il passait le lendemain et finalement tout était bon et tout était dans l'ordre, mais j'ai eu une petite là t'as pas dormi de la nuit là. Non, mais ça c'est une anecdote qui me revient comme ça, c'était il y a très longtemps, mais en fait il y en a tellement, il y en a tout le temps, il y en a tout le temps.
Puis même que ce soit en prod pure et dure ou même simplement en curation, des artistes qui changent d'avis, qui finalement changent de format, puis tu dois refaire toute ta scéno. Mais en fait, c'est tellement bien, quoi. C'est tellement bien. Et j'ai même envie de dire autre chose, c'est qu'au-delà de bien, c'est ça qui crée les meilleurs souvenirs. Ah ouais. C'est toutes les galères sur les projets, quoi. C'est toutes les galères sur les projets. Et c'est ça qui te forme aussi. Ouais. Et justement, dans tes projets, j'imagine que tu es amené à travailler avec 550 000 personnes, avec plein de corps de métier. Est-ce que c'est ça qui te plaît aussi, justement ? J'adore. C'est ça qui me nourrit, mais tellement. Travailler avec des ingénieurs, des bureaux d'études, des cordistes, des architectes, un scénographe, un chef déco. Mais c'est ça que j'aime. Moi, en fait, je crois pas à la réalisation de quelque chose tout seul. Vraiment, pour moi. C'est impossible. Ouais. Non, mais c'est au-delà. C'est certainement possible. Il y a des gens très talentueux qui, je suis sûre, font des choses magnifiques de leur côté et tout seul, ils y arrivent très bien. Moi, c'est pas comme ça que je travaille et j'aime pas et j'y crois pas. Donc, je crois au travail en équipe. Et d'ailleurs, que ce soit au Château Lacoste, que ce soit avec JR quand j'étais chez lui, ou j'ai toujours collaboré avec des gens de manière assez étroite et qui sont d'ailleurs aujourd'hui des gens avec qui je continue à collaborer et que j'aime très fort. Et j'adore l'énergie que crée la rencontre de différents corps de métier. C'est fantastique. Mais d'ailleurs, justement, là, tu parlais du moment où tu as travaillé avec JR. On y vient enfin. On y vient enfin. Et donc, avant Talk Art, même si c'était passionnant, toute ton histoire avec Talk Art, donc avant Talk Art, tu as été Head of Special Projects pour JR. J'adore ce nom parce que c'est tellement fourre-tout. Ouais, vraiment. Ouais. C'est en plus dit à l'anglaise et tout, ça fait très mystérieux. Mais est-ce que tu pourrais nous raconter comment est-ce que tu en es arrivé à travailler avec lui ? Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que ça voulait dire concrètement, ce métier, du coup, ton rôle, tes missions et ta vie et un projet dont tu peux nous parler peut-être qui t'a marqué. Ouais, bien sûr. Déjà, la rencontre, comment j'arrive chez lui, la rencontre, elle est marrante. Je l'ai invité à participer donc, au Parcours Saint-Germain. Et puis, il me reçoit très gentiment à son atelier pour que je lui raconte ce projet, quoi. Et puis il me dit, et puis 2-3 jours après, il m'appelle et il me dit écoute, on va aller voir des murs à Saint-Germain. Et je lui avais demandé de faire un collage, comme il fait, vous devez connaître. Et donc 2-3 jours après, il me rappelle et il me dit ok, on va aller voir des murs à Saint-Germain, machin. Moi, je n'avais aucune idée à ce moment-là de comment ça se passe, d'avoir une autorisation pour faire un collage de 40 mètres carrés. D'ailleurs, je n'ai plus aucune idée de la taille, mais sur un mur, pour le coup, à 40 mètres de hauteur, en passant par des toits. Enfin, je n'avais aucune idée de tout ça. Et on est allé se balader et le mec, il a fait son marché, en fait. C'est-à-dire, il m'a dit, ce mur, il est bien, ce mur, il est bien, ce mur, il est bien. Mais c'était que des murs maintenant, de fou, Boulevard Saint-Germain, des trucs. En fait, il y a des copros, il y a des... c'est tout un bordel, quand même. Et je me souviens encore que... Donc, le mur qu'on avait choisi, qui lui plaisait le plus, c'est un mur qui est à l'angle Saint-Germain-des-Prés, rue des Saints-Pères. Et je m'étais dit, je m'en fous, je vais faire tout ce qu'il faut, peu importe ce qu'il m'en coûte, pour avoir l'autorisation de ce mur. Et pendant une semaine, j'ai apporté des chouquettes à Monsieur Lecoq, maire du 6e arrondissement. Non. Si. ainsi qu'au propriétaire, au copropriétaire de l'immeuble, copropriétaire de cet immeuble. Parce que je voulais pas le décevoir, quoi. Je voulais absolument revenir avec cette autorisation. Et puis, force de conviction. Force de pâtisserie. Voilà. Force de chouquette, force de conviction, je sais pas. Mais en tout cas, je suis revenue une semaine après, on avait l'autorisation. Et je crois que même JR était un peu étonné, quoi. Je me souviens plus très bien quelle était sa réaction, mais il m'a dit, mais genre, ah ouais, ok. Et il m'a dit, du coup, il avait plus le choix, il m'a dit, ok, on le fait. Comme quoi la persévérance paye toujours. Et non seulement on l'a fait, mais tout à l'heure vous me posiez la question de savoir jusqu'où ça peut aller de travailler sur un projet. Là en fait j'ai même collé en rappel avec un cordiste à 40 mètres de hauteur et j'ai collé les bandes de papier. C'était dingue. Et d'ailleurs pour l'anecdote, on vernit, ça se passe très bien machin. Et puis un jour il m'a fait une blague pas drôle. Il m'appelle et il me dit putain Margot, viens voir vite, le papier il se décolle. Moi j'arrive, mais pareil, descente d'organes. En plus il me dit mais c'est ta bande. Je dis mais comment ça c'est ma bande. Bref, j'arrive, il y avait rien du tout. Mais bref, voilà, c'est toujours des petites histoires sur les projets qui... Des bons souvenirs maintenant. Mais pardon, et donc tout ça pour dire que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Et à la fin du parcours, il m'a dit qu'est-ce que tu fais l'année prochaine, machin. Moi, je devais donc repartir en Angleterre pour poursuivre des études, pour le coup, en histoire de l'art. Et puis il m'a dit bah ouais, mais bon, on pourrait bosser ensemble, machin. Et donc je suis partie. En fait, j'ai refusé donc de poursuivre des études et je suis partie bosser avec lui. Et C'est un mal pour un bien, je pense. Ouais. Et donc j'ai bossé entre Paris et New York. Et c'était canon. On a fait plein de trucs ensemble. On a travaillé sur l'édition d'un très beau livre ensemble qui s'appelle Artist Until I Find a Real Job. On a travaillé. Ouais. C'est beau. Ouais. On a travaillé sur plein de trucs. Quand la guerre en Ukraine a éclaté, on a travaillé sur un beau projet il a release des NFT qui a été en soutien à ce projet et sur lequel j'ai collaboré avec lui. Enfin, on a fait plein de choses ensemble, mais j'étais un peu par Mons et par Vaux. Et c'était une très belle expérience, mais c'était surtout une très belle expérience humaine. Ouais, j'imagine. J'ai rencontré des gens qui sont mes grands amis aujourd'hui, quoi. Et justement, dans le monde professionnel, est-ce que c'est des gens avec qui tu bosses aujourd'hui ? Ouais, bah d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai quitté le studio d'hier, donc maintenant, il y a, je sais même plus, il y a 3 ans. Et puis l'année dernière, ils m'ont rappelé, et puis j'ai bossé comme Dear Prod sur et son expo à Montpellier, au Carré Sainte-Anne, qui s'appelait Adventis, et sur la production d'une fresque monumentale sur le Duomo à Naples. Ça, c'était une belle prod. Ah ouais. Et donc on continue à collaborer ensemble, et puis même, oui, tous les gens que j'ai rencontrés chez lui sont restés des amis très, très précieux. C'est ouf. Et on avait une question justement sur... J'étais au téléphone avec lui d'ailleurs, c'est marrant, juste avant d'arriver, pour lui demander des conseils sur plein de trucs. Enfin, il continue vachement à C'est un peu ton mentor ? Ouais, d'une certaine manière. En tout cas, c'est quelqu'un en qui j'ai une confiance aveugle et qui, je pense aussi, me soutient beaucoup et me fait confiance aussi. Donc, on a une jolie relation et je me réfère toujours à lui avant de me lancer dans un projet. Je lui demande souvent ce qu'il en pense. C'est trop bien d'avoir une relation de confiance comme ça avec un mec avec qui t'as bossé. En tout cas, si tu veux passer sur le job show, il peut. Je lui dirais. Et on avait justement une question un peu plus générale, je pense, sur le monde de l'art aujourd'hui, l'écosystème. Ouais. Comment est-ce que tu pourrais, toi, décrire l'écosystème de l'art aujourd'hui ? Est-ce que c'est un milieu qui est assez ouvert, qui est plutôt fermé, qui est en constante mutation ? Comment, toi, avec ton expérience aujourd'hui même avec ton agence seule, tu verrais un peu le monde de l'art ? C'est une vaste question. Oui. Comment je vois le monde de l'art Est-ce que ça peut être, par exemple, pour y accéder ? Est-ce que c'est quelque chose qui est ouvert, qui est fermé ? En fait, je pense que j'ai un regard j'ai un regard biaisé parce que j'ai souvent des amis ou des amis d'amis qui me font des retours en me disant qu'ils sont pas rentrés dans telle ou telle galerie parce qu'ils osaient pas, personne dit bonjour, que c'est pas forcément un environnement hyper accueillant. Ouais. Bref, et donc parfois j'ai tendance à croire que oui, que c'est un milieu assez fermé ou pas hyper accueillant. Et en même temps, j'ai le bonheur immense d'être témoin des queues qu'il y a aux expos les plus importantes. L'expo Richter, mais chez la Fondation Louis Vuitton, je ne sais pas si vous l'avez faite, qui était fantastique. Mais je sais pas, j'ai fait 2 heures de queue pour y accéder. Mais tellement d'expos de dingue où il y avait du monde, mais on peut même pas imaginer. Et ça réchauffe le cœur, quoi. C'est qu'il y a une demande pour la culture et pour l'art qui est très importante. Et je pense d'autant plus en ce moment, rapport à la situation géopolitique. En ce moment, je pense que ça fait du bien de voir de l'art, de se libérer un peu. De s'évader un peu. Ouais. J'avais vu, je sais plus où est-ce que c'était, mais j'ai lu une très jolie phrase qui disait « Le temps est court, mais l'art est long ». Et je trouve que ça en dit long, justement. Ouais, c'est assez représentatif de... Ah bah oui, moi quand je dis qu'il n'y a rien d'autre que je pourrais faire aujourd'hui, c'est d'un point de vue professionnel, mais aussi tout à fait personnel, voire intime. Ça me sauve de tout.
il ne se passe pas une journée sans que je recherche de la beauté, en tout cas. Mais pas de la beauté au sens esthétique, Oui, quelque chose simplement qui va me toucher au Ouais. cœur. De l'émotion, comme tu disais tout à l'heure. Exactement. Ouais. Et justement, pour en revenir un petit peu à ton métier, c'est un métier qui est quand même assez original, qui mélange beaucoup de casquettes et en même temps qui doit te demander beaucoup de compétences différentes aussi à exercer tous les jours. Est-ce que il y a des avantages et des inconvénients à ton métier qui te marquent le plus? Alors effectivement, c'est un métier que je trouve assez polyvalent dans la mesure où effectivement il faut une casquette de prod, il faut une casquette beaucoup plus académique et presque de recherche parce que toute exposition ou toute recherche d'artiste prend finalement ses racines à un moment dans la littérature, dans la science, dans peu importe, mais il y a un côté recherche qui est très important, je trouve. C'est un métier qui est très polyvalent, qui est à l'intersection de beaucoup de métiers différents. Je pense que ça, c'est la grande force de ce métier, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que, en fait, on refait jamais la même chose deux fois. C'est toujours des choses, toujours des expositions, des projets, toujours des choses différentes. En fait, ce qui est difficile avec ce métier, c'est que il faut s'adapter à chaque projet. Et pour s'adapter à un projet, il faut être capable et il faut avoir les ressources nécessaires pour faire appel aux bonnes personnes. Exemple typique, en ce moment, je travaille sur un projet avec un artiste que j'adore, dont je tairai le nom pour l'instant parce que c'est encore confidentiel, mais qui va impliquer c'est un projet qui va impliquer plusieurs disciplines, de la danse, de la musique, de la scénographie. Et en fait, pour arriver à orchestrer ce projet de la bonne manière, il faut faire appel à tout un tas de gens différents et en fait, je découvre en faisant. Ouais. Et donc, ça peut être un peu vertigineux. C'est que c'est un métier où il n'y a pas de partition préécrite, quoi. Tu apprends en faisant. Tu apprends en faisant et là, il faut telle personne, là, il faut une telle compétence pour arriver à mener à bien telle chose. Enfin, c'est vraiment du cas par cas. Et je pense que ça peut être un peu vertigineux. Moi, j'adore, mais parfois, ça a sa limite de se dire là, je fais comment, dans quel ordre Est-ce que c'est beaucoup de débrouillardise justement pour quelqu'un qui aimerait se lancer là-dedans? Beaucoup. Une des compétences, ce serait, j'imagine que c'est avoir du relationnel, c'est être débrouillard, c'est pouvoir rebondir, c'est être assez vif aussi. Ouais, je pense qu'il y a de ça. Ouais. Être débrouillard, être curieux. Ouais. Être curieux. Être curieux, ouais, vraiment être curieux. Ouais. Voir des expos, Mm. lire, rencontrer des gens, parler. C'est un bon Ouais, conseil. c'est ce que j'ai l'impression que c'était. C'est un peu ce qu'on ressent dans tout ce que tu nous as dit dans cet épisode, c'est qu'il y a beaucoup de curiosité, mais il y a aussi un côté très instinctif, j'ai l'impression, dans tes choix et face aux problèmes, ouais. oui, ou aux problèmes ou aux challenges que tu peux rencontrer dans la vie de tous les jours. En fait, je pense que c'est un métier de passion. Et donc, par définition, qui commence avec une émotion, avec un instinct. Ensuite, l'instinct qui passe par l'œil, dans ce métier précisément, se construit, évidemment. On se construit un œil. On voit, après, très vite, moi je suis capable de dire ça, de repérer un artiste que j'aime. En très peu de temps, je le sais. Mais ça se construit. Et d'ailleurs, je suis au tout début. Je vais passer ma vie à construire mon œil. Ouais. Mais je pense que le démarrage, c'est une émotion, c'est un instinct. Et après, qui se forge au fur et à mesure du temps. Mais parlons de démarrage, justement, pour ceux qui aimeraient démarrer leur carrière dans l'art, ou en tout cas peut-être en tant que curateur d'art ou autre, hein. Est-ce que tu as des conseils que tu pourrais donner aux jeunes qui aimeraient se lancer, justement? Curiosité. Franchement, de pousser les portes des galeries et des musées, mais sans cesse, quoi. On n'en voit jamais assez. Il y a de la beauté partout. Et en fait, j'ai même envie de dire autre chose. Il suffit pas uniquement de pousser les portes des galeries et des musées, c'est simplement d'ouvrir les yeux. Vraiment. Moi, je m'extasie maintenant sur une flaque d'eau, une feuille. Non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est très important. Il y a de la beauté partout. Et il ne tient qu'à nous de la voir, quoi. Et je pense que la sensibilité, et travailler sa sensibilité, pour travailler son œil, c'est essentiel. Et ça passe par ça. Ça passe par être curieux et ouvrir les yeux et ne pas se fondre dans un côté un peu snob de
On va aller au musée d'Orsay pour. Enfin, c'est Ouais. j'adore le musée d'Orsay, attention. Mais je pense que la beauté se trouve partout et qu'il faut simplement être un peu curieux. Et se forger son propre œil et se faire sa propre idée. Mm. Et bah, écoute, c'est ce que tu as fait. Et c'était un épisode très inspirant. C'était poétique. J'ai beaucoup aimé, en tout cas. Ouais, moi aussi. Et je suis ravie d'avoir appris, je pense que Jade aussi, ce qu'était le métier de curatrice. C'est pas qu'une expo. C'est vraiment l'imaginer, avoir une idée, la mettre en place, aller chercher les artistes, rencontrer des gens. Et c'est bien plus que justement se balader dans une pièce et chercher. Et franchement, non, c'était un très bel épisode. Il y a un côté beaucoup plus créatif à ton que métier ce qu'on imaginait. que ce qu'on imagine. Ouais. Au début, tu disais que justement, tu admirais les artistes qui créent quelque chose. Et ben, on pense au final que tu es aussi une artiste toi-même. Parce que tu arrives à mettre en place et à créer. C'est un beau compliment. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Margot. Ouais, c'était un très bel épisode. Merci beaucoup, Margot. Merci.